Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Observe Actu TV pour notre émission spéciale Le sionisme, une généalogie européenne. Pour ce nouveau numéro, nous recevons une voix qui unit la rigueur de la sociologie à la profondeur de la philosophie critique. Sonia Dayan-Herzbrun, bonjour et merci d'être notre invitée. Bonjour à vous. Vous êtes professeure émérite, fondatrice de la revue Tumulte et votre œuvre a été couronnée par le prix Frantz Fanon. Ce n'est pas un détail, comme Fanon, vous traquez les structures de domination là où elles se cachent, dans le langage, dans l'histoire et dans la psyché des peuples. Vous publiez chez Lux Éditeur un essai décapant, Le sionisme, une invention européenne. Un titre qui sonne comme un défi aux idées reçues, car vous y affirmez que le sionisme n'est pas le prolongement de la tradition rabbinique, mais un pur produit de la modernité coloniale de l'Europe. Nous allons tenter de comprendre avec vous comment ce projet est né, comment il a transformé un mythe en outil politique et quelles en sont les conséquences aujourd'hui. Chère Sonia, avant d'ouvrir votre dernier ouvrage, j'aimerais que nous parlions de votre boussole intellectuelle. Vous avez reçu le prix Frantz Fanon de la Caribbean Philosophical Association. Ce prix n'est pas une simple distinction académique, c'est une reconnaissance de votre fidélité à celui qui fut le chirurgien de l'aliénation coloniale. Fanon a disséqué comme personne le système de domination, non seulement dans sa brutalité physique, mais dans sa capacité à coloniser le langage et la psyché des dominés comme des dominateurs. On sent ce souffle fanonien dans chacun de vos travaux. Cette exigence de nommer les structures de pouvoir là où d'autres ne voient que de la fatalité. En quoi cette grille de lecture fanonienne, qui lie si étroitement la dépossession des terres à la dépossession de soi, est-elle, selon vous, la clé indispensable pour comprendre ce que le projet sioniste a produit sur le terrain en Palestine ? La clé fanonienne est une des clés, si je puis dire, parce que j'ai plusieurs sources d'inspiration. Un des continuateurs de Fanon a été Édouard Saïd, qui m'a aussi beaucoup inspiré. Donc, effectivement, mais Fanon est essentiel parce qu'il a dévoilé quelque chose. Il a dit sa vérité à la colonisation. Il a montré effectivement les processus de colonisation, mais moi ce que je voulais en faire, c'est en faire la genèse. Donc c'est une démarche un tout petit peu différente, mais effectivement qui s'inscrit tout à fait dans la perspective fanonienne, et je crois qu'il faut s'inscrire encore aujourd'hui dans la perspective fanonienne pour comprendre ce qui se passe en Palestine, pour comprendre à la fois l'entreprise coloniale sioniste israélienne menée depuis plus de 100 ans, ce que Rachid Khalidi dans son dernier livre appelle 100 ans de guerre contre la Palestine, et puis les processus de résistance. Et chez Fanon, il y a aussi une analyse des processus de résistance. Donc l'écriture de Fanon est une écriture de résistance, mais c'est aussi une analyse des processus de résistance dans ce qu'ils ont de plus rude, si je puis dire. Fanon disait justement, chaque génération doit, dans l'opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. En choisissant de déconstruire le sionisme comme une invention européenne, considérez-vous que la mission de l'intellectuel aujourd'hui est d'abord de lever cette opacité sur les racines coloniales du monde moderne ? Selon Édouard Saïd, ce que l'intellectuel avait à faire, c'est dire sa vérité au pouvoir. Donc c'est ce que j'essaie de faire, et de défaire ces croyances qui sont devenues opaques, oppressantes, qui empêchent de simplement de dire les faits, de revenir à l'histoire. Donc c'est ce que j'ai effectivement voulu faire. Je ne sais pas si ça peut avoir une efficacité sur les politiques, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est vrai que si on est un intellectuel, il y a ce très beau livre de Saïd, c'est ce recueil de conférences sur les intellectuels, l'intellectuel critique. La tâche de l'intellectuel est avant tout d'être un outsider, d'être quelqu'un qui ne dit pas ce que tout le monde dit, et surtout qui parle
sa vérité au pouvoir. Donc, c'est ce que j'essaie très modestement de faire à mon niveau, et en particulier dans ce livre. Mais je le fais aussi, si je puis me permettre, à partir de ma propre tradition, qui est cette tradition juive rabbinique, qui est trahie par le sionisme, qui est trahie. Donc c'est de cette trahison aussi que je voulais parler, c'est cette trahison que je voulais dire, et mon entreprise est aussi, bien sûr, une entreprise de décolonisation du judaïsme, c'est-à-dire revenir à quelque chose qui est différent de ce discours que nous assène le sionisme, les partisans du sionisme, ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Merci. Votre travail porte précisément sur les résistances. Pourtant, on observe un paradoxe. Alors que la France a une grande tradition de pensée critique, il semble presque impossible aujourd'hui d'appliquer les outils de la pensée décoloniale au sionisme, sans être immédiatement frappé d'anathème ou accusé de sortir du champ de la respectabilité académique. Comment expliquez-vous cette exception française et cette résistance farouche du monde intellectuel à regarder le sionisme pour ce qu'il est, une idéologie née de la modernité coloniale européenne? Je ne pense pas que le sionisme soit une exception. Je pense qu'en France, il y a toujours eu un déni de la colonie. La France a été un passé colonial qui a toujours été dénié. Il y a qu'à voir l'histoire du 19e siècle. On parlait de Fanon et de l'Algérie, je veux dire, les livres de Fanon ont été interdits. Moi, comme je suis une vieille dame, dans mon adolescence, on lisait la question d'Henri Allen, mais sous manteau, parce que c'était interdit. Donc, je veux dire que c'est pas quelque chose qui déroge, c'est quelque chose qui est dans une continuité de déni, qui est propre, qui est particulièrement propre au mode de colonisation de la France, et qui s'est transposé, bien sûr, pour des raisons qu'il faudra analyser, mais c'est pas le travail que j'ai voulu faire sur la question palestinienne. Voilà. Moi, j'appelle ça la pensée coloniale. J'ai publié un numéro là-dessus. C'est une pensée coloniale qui est véhiculée, y compris par les sciences sociales, mais qui est très, très ancrée en France, et qui persiste. Qui persiste. Alors, la question, oui. Absolument. Entrons dans le cœur de votre démonstration. Sonia, vous soutenez une thèse qui bouscule les certitudes. Le sionisme ne serait pas le fruit d'une continuité millénaire née à Jérusalem, mais bien une émanation de l'Europe des nationalismes du XIXe siècle. Vous nous invitez à voir comment le projet de Herzl s'est calqué sur les modèles de l'époque, le nationalisme romantique, l'expansion coloniale et le besoin des États-nations de se définir par une identité homogène. C'est au fond le passage du juif de la prière au juif de la nation. Vous expliquez que pendant des siècles, le lien des communautés juives à la terre d'Israël était d'ordre symbolique, mythique et religieux. On priait vers Jérusalem, mais on n'envisageait pas d'y construire un État souverain. Comment la modernité européenne a-t-elle réussi à transformer ce peuple en exil, dont l'unité était textuelle et spirituelle, en un projet politique de conquête territorialisée? Les choses se sont faites très, très lentement. Il n'y a pas que le nationalisme, il y a plusieurs dimensions. C'est-à-dire que c'est un nationalisme de type très particulier, qui se rattache aussi à une tradition chrétienne. Moi, j'insiste beaucoup, j'ouvre sur ce qui est devenu maintenant le sionisme chrétien, c'est-à-dire la tradition, ce qui est né dans le puritanisme anglais, qui s'est transmis. Il y a le nationalisme, bien sûr, mais il y a ce lien entre le projet de Herzl, qui était quand même, il y a aussi la dimension utopique qui était très propre au 19e siècle. Il y a ce lien entre le projet de Herzl, mais aussi le projet impérialiste britannique, qui a pu, et le projet impérialiste britannique et le sionisme ont marché main dans la main jusqu'au moment où, mais ça c'est une période qui succède à celle dont je parle, les Anglais ont dû laisser la place aux Américains, aux États-Unis. Donc il y a ces dimensions de l'impérialisme. Je veux dire, si ce projet a réussi, c'est aussi
permettait à l'impérialisme britannique, enfin européen, mais en particulier britannique, de réussir, c'est-à-dire de s'implanter dans cette partie du Moyen-Orient qui était en fait un groupe de provinces de l'Empire ottoman. Donc là, je crois que ça, c'est vraiment important. C'est pas Herzl lui-même, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre différents courants et quelque chose finalement d'assez hasardeux parce que, enfin, les Juifs n'étaient pas sionistes. Je veux dire, c'était au congrès de Bâle, le fameux congrès de Bâle, Herzl ne réussissait pas à trouver une salle. Hein. Je crois que ce sont les protestants qui lui ont permis de trouver une salle. Donc c'était un projet très 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 minoritaire, hein, qui ne rencontrait pas beaucoup d'enthousiasme parce que ou bien les Juifs persécutés, victimes de pogroms, souhaitaient partir à l'ouest de l'Europe, en France, en Angleterre, et beaucoup aux États-Unis, mais pas en Palestine. Donc c'est quelque chose qui était quand même un mouvement très minoritaire, mais qui a été facilité à la fois par l'impérialisme britannique et puis par la vague d'antisémitisme, plus le génocide des Juifs d'Europe à partir de la fin des années 30. Donc voilà, il y a une conjonction, c'est toujours multifactoriel, comme on dit. Donc mais effectivement, donc c'est un projet nationaliste, mais très particulier, hein, parce que le territoire n'existait pas. Donc il a fallu reconstruire un territoire à partir de la Terre Sainte, qui était un lieu qui était investi à la fois par le christianisme, hein, mais et pas de la même façon par le judaïsme. Pour le judaïsme, effectivement, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez bien lu dans mon livre, la Palestine, c'était un lieu mystique. Hein. L'an prochain à Jérusalem, c'était une formule mystique de réunion, de communion, mais en même temps, les différentes communautés juives existaient dans différents lieux du monde. En même temps, c'est aussi un mouvement qui s'est adressé exclusivement d'abord aux Juifs d'Europe, en ignorant totalement les communautés juives qui vivaient ailleurs. Hein. C'est fascinant justement, car cela signifie que le sionisme, c'est aussi une manière pour l'Europe de résoudre sa question juive en exportant les populations juives hors de ses frontières, tout en assurant un point d'appui en Orient. Oui, bien sûr, mais il ne s'agissait pas de faire partir. Enfin, toutes les colonies, je veux dire, les colonies européennes ont été habitées, colonisées par des gens dont on ne voulait pas, hein, des hommes en trop. Même Hannah Arendt l'a bien montré, c'était tous des condamnés politiques comme en Nouvelle-Calédonie, des gens qui étaient dans la misère. Mais effectivement, mais c'était une petite partie, c'est-à-dire que l'Europe se débarrassait, surtout la Grande-Bretagne, de ces miséreux qui arrivaient d'Europe de l'Est et qui traînaient, qui faisaient une espèce de masse pauvre. Dans la misère, qui faisait tâche. Mais la grande bourgeoisie juive, la grande bourgeoisie intellectuelle, la grande bourgeoisie financière, etc., devait rester en Europe. Il n'était pas question de faire partir cela, parce qu'il y avait quand même de grands intellectuels. Je peux penser à l'Allemagne, au grand poète Heinrich Heine. Je veux dire que donc ces gens-là n'avaient pas à partir, on ne leur demandait pas. C'était les miséreux. Les miséreux, mais qu'il fallait régénérer. L'idée, c'était à la fois, l'Europe voulait s'en débarrasser, et le projet de Herzl, c'était aussi de les faire partir et de les régénérer pour les transformer dans une espèce de projet utopique, en les redresser, en faire des
des personnes semblables aux Européens. Il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire recréer un bout d'Europe en Orient. Une sorte de formatage aussi de la population, non? Il fallait sans attache. La population avait des attaches. Elle avait des attaches. La population juive, elle avait une langue à elle. Hein. Les Juifs de l'Est, enfin de Russie, de Pologne, parlaient le yiddish. Ils ont été arrachés à leur langue. Ils ont été arrachés à leur pays quand même. Je veux dire qu'ils il y a eu toutes les persécutions et l'horreur des pogroms, mais en même temps, c'était aussi leur pays. C'était pas des sans-patrie. Hein. Donc, ils ont été, enfin, ils n'avaient pas le droit à la patrie. Mais donc, on a coupé les attaches, on a coupé les racines, on a coupé le rapport à la langue, qui est un rapport essentiel, hein, pour créer cette nouvelle, ce nouveau monde, hein, ce nouveau monde. Mais là encore, c'est quelque chose qui est commun au 19e siècle, l'idée qu'on exporte, enfin, que des gens s'en vont coloniser, et avec la colonisation, sont régénérés, redeviennent des personnes fortes. C'est le mythe de l'homme nouveau. Et ce que Herzl voulait créer, c'est des hommes nouveaux à partir de cette population pour laquelle il avait quand même beaucoup de mépris. Pour qu'un projet colonial réussisse, il faut souvent rendre l'autre invisible ou inférieur. En quoi le sionisme a-t-il intégré l'orientalisme européen, cette vision qui consiste à voir l'Orient comme une terre vide ou arriérée à civiliser? Je crois que c'était une idée commune, une idée reçue. Alors, de toute façon, toute la colonisation a été fondée sur l'idée que soit ce qu'on appelait au XVIe siècle terra nullius, c'est-à-dire une terre sans habitants, c'est-à-dire que les gens qu'on trouvait, par exemple, ceux qui ont colonisé l'Australie, le continent américain, il n'y avait rien, c'est-à-dire que ceux qui étaient là n'avaient pas à être là. Enfin, ça ne s'est pas passé toujours comme ça, mais en gros, c'était ça le dogme. La question de la Palestine était différente parce que c'était la terre sainte, c'est-à-dire que la population qui était là n'avait pas à être là, puisque les véritables habitants devaient être les descendants des habitants de l'ancienne Judée. Donc, effectivement, ceux que l'on trouvait sur place n'avaient pas à être là, et c'était des gens. On a souvent dit une terre sans hommes pour des hommes sans terre, c'est pas exactement ça. C'était des hommes, enfin, c'était des gens qu'on pouvait parfaitement transférer ailleurs parce qu'ils n'avaient pas ce lien à la terre. Le lien véritable à la terre était le lien de ceux qui arrivaient et qui étaient les descendants des habitants de 2000 ans auparavant. Hein. Mais donc les autochtones étaient effectivement soit invisibilisés, soit totalement dévalorisés. Donc c'était des paysans très pauvres. Et ce qui est très étonnant, c'est l'ignorance, mais je veux dire, c'était pas le propre du sionisme, c'était une vision générale. Hein. Edouard Saïd l'a bien analysé et qui était même légitimé par un discours pseudo-scientifique, c'est-à-dire avec des travaux de géographes, de proto-anthropologues, si je puis dire, qui arpentaient la région et qui, à la recherche simplement de ce qui avait existé au temps de la Bible. Alors, pour la plupart d'entre eux, c'était le temps du Christ, mais pas seulement. Hein. Donc ça, c'est une vision très... Moi, ce qui me frappe, c'était qu'effectivement, c'est l'anachronisme du sionisme. C'est-à-dire qu'une vision qui était très, très largement partagée au XIXe siècle, hein, elle continue à être présente aujourd'hui. Donc, il y a cette espèce de décalage est plus présente que jamais, si je puis dire.
Vous parlez de manipulation des récits. Comment ce récit politique a-t-il réussi à effacer le passé réel de la terre de Palestine pour y substituer une construction purement idéologique? Je veux dire, ça, c'est le propre de la colonisation. La colonisation, c'est toujours fait comme ça. Elle a toujours. Alors, il y a des discours de légitimation qui sont différents selon les lieux. Hein. La France, par exemple, en Algérie ou plus généralement en Afrique, est arrivée avec l'idée de la mission civilisatrice. Alors, il y avait aussi cette dimension de la mission civilisatrice, c'est-à-dire, il y a la formule célèbre de Herzl disant que justement l'immigration juive en Palestine serait un rempart de la civilisation contre la barbarie, c'est-à-dire présenter ceux qu'on colonisait comme des barbares. Ça, c'était très, très, très commun. Alors, ce qui est très propre au sionisme, c'est cette transformation du texte, le travail fait sur le texte biblique. C'est-à-dire, c'est cette lecture littérale, qui est une lecture chrétienne, hein, pas du tout juive, hein, du texte biblique, comme si c'était un livre d'histoire et un livre de géographie. Et donc, c'est ça c'est ça le type de légitimation. Et aujourd'hui aussi, c'est quelque chose qui me frappe, c'est-à-dire qu'on prétend tous, on prétend être dans la laïcité, et en même temps, quand on soutient le sionisme, on fait aussi qu'on continue, on entre dans cette démarche de prendre comme réalité scientifique ou historique ou géographique, qui est dans le texte biblique. Ce texte biblique, c'est un texte magnifique, mais c'est un texte d'abord qu'il faut lire, interpréter, et puis qui est tout sauf un livre d'histoire ou un livre de géographie, même s'il peut y avoir quelques petits éléments. Bien sûr. Et ça, c'est très proche, c'est très propre. Et moi, je pense que un des succès, mais ça, je ne le dis pas dans le livre, mais puisque vous poussez dans les raisonnements, je crois que c'est vraiment cette connivence, hein, entre une mythologie chrétienne, une construction chrétienne et le sionisme. C'est-à-dire que le sionisme est vraiment une christianisation du judaïsme, et c'est cette lecture-là. Et je pense que c'est ça qui peut-être en a fait le succès. Ce mythe chrétien, en somme. Pardon? J'ai le fameux mythe judéo-chrétien, en somme. Le mythe judéo-chrétien, c'est lié au mythe judéo-chrétien, qui se constitue beaucoup plus tard, hein, à la fin du XXe siècle, ou dans la deuxième partie du XXe siècle, mais puis que Netanyahou mobilise tout le temps, mais c'est quelque chose qui est déjà très très présent, et alors à ce moment-là, une rupture avec l'islam. Hein. Alors, ça se lit par exemple dans les textes d'Ernest Renan, c'est-à-dire qu'il y a une très grande parenté entre le judaïsme et l'islam, y compris dans ce travail de l'interprétation des textes, qui est fondamental dans les deux religions et dans les deux cultures, hein, et qui s'interrompt. Et il y a tout d'un coup une rupture, et tout d'un coup, peu à peu, au fil du temps, les musulmans vont apparaître comme des ennemis, s'ils n'étaient jamais. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose. Voilà. Et alors là, il y a une alliance aussi, si je puis me permettre. Là, vous faites aller beaucoup plus loin que ce que j'ai écrit, avec ce que j'appellerais l'impérialisme occidental, c'est-à-dire effectivement la volonté de conquête, d'abord le démantèlement de l'Empire ottoman, le démantèlement en cours du monde arabe, hein, et cette volonté de cette désignation des musulmans comme ennemis. Alors traditionnellement, on disait que les ennemis d'extérieur étaient les musulmans, les ennemis de l'intérieur étaient les juifs. Enfin, ils étaient persécutés ensemble au moment de la Reconquista, et ils étaient très, très assimilés les uns aux autres. Je veux dire, même dans la vision occidentale. Alors là, tout d'un coup, il y a une cassure qui se produit, et les puissances occidentales trouvent dans cette expansion sioniste un appui contre cet islam qui combattent et qui veulent asservir. Une convergence, en somme. Une convergence, voilà.
Chère Sonia, ce livre ne sort pas dans un vide académique. Il sort dans un moment de bascule mondiale absolue, alors que Gaza est devenu le théâtre d'une dévastation qui interroge les fondements même de notre humanité. Votre travail vient briser un silence assourdissant. En démontrant que le sionisme est une invention européenne, vous ne faites pas seulement de l'histoire, vous replacez la responsabilité de ce qui se joue aujourd'hui là où elle est née, au cœur de l'Europe. Vous nous suggérez que tant que nous ne regarderons pas en face la nature coloniale de ce projet, nous serons condamnés à l'impuissance face au massacre. Rappeler les racines européennes du sionisme, est-ce une manière de dire à l'Europe et à la France en particulier qu'elle doit enfin assumer sa propre histoire coloniale? Est-ce que ce soutien inconditionnel que nous observons chez certaines élites n'est pas, au fond, une incapacité à faire le procès d'une idéologie que l'Occident a lui-même engendrée et exportée? Je le pense, effectivement, je le pense, mais je pense aussi que tant qu'Israël n'aura pas reconnu son caractère colonial et tant qu'on n'aura pas reconnu le caractère colonial d'Israël, il n'y aura pas de solution. Je veux dire qu'on ira de tragédie en tragédie. Et une tragédie pour Israël même, parce qu'Israël est en train, qui avait un projet que certains admiraient, bon, même s'il n'était pas, mais en tout cas, qui avait au moins un vêtement démocratique, un vêtement vaguement humaniste, malgré la Dagba, malgré bon, tout ça s'est totalement effondré. Et si on veut trouver une solution à cette tragédie, il faut reconnaître ce qu'il en est. Et puis à partir de là, on pourrait peut-être imaginer des solutions, reconstruire quelque chose. Mais s'il y a aussi la responsabilité de l'Occident, mais les puissances occidentales, enfin pas toutes, hein, mais ont très rarement reconnu l'amplitude de leurs entreprises coloniales et le caractère de destruction totale de monde. Hein. Je veux dire, il y a eu des mondes complètement détruits. Et voilà. Donc, mais effectivement, là, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître. Autrefois, je le cite, l'historien Maxime Rodinson avait écrit, c'était tout de suite après la guerre de 1967, avait écrit un très bel essai, Israël fait colonial. Cet essai, on ne peut plus le trouver en librairie. Alors, il était vraiment important, parce que c'est quelque chose qu'on ne... Enfin, bizarrement, on ne peut plus dire. On ne peut plus dire. Parce que Israël a été présenté à tort, me semble-t-il, comme une solution à l'antisémitisme européen qui a produit cette horreur qui a été le génocide des Juifs d'Europe. Hein. Mais ce n'était pas du tout une solution, parce que c'est finalement ce qui est le projet qui est derrière, enfin, l'un est en miroir de l'autre. C'est-à-dire que l'antisémitisme comme le sionisme considère que les Juifs n'ont pas à être dans les pays où ils sont nés. Donc, voilà, que ce sont des étrangers, ce sont des étrangers dans des pays dont ils parlent la langue, dont ils mangent la nourriture, dont ils partagent l'histoire, et qu'ils appartiennent à ils doivent partir ailleurs, c'est-à-dire dans ce bout de terre qui leur aurait été donné par Dieu, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un contexte biblique, Dieu n'a jamais donné la terre. Hein. Il la confie à condition que la loi soit respectée. Donc, ce qui n'est pas le cas, vraiment pas le cas. Oui. Je disais, il faudrait peut-être revenir à l'essentiel du texte, à l'essence même du texte, hein, en effet. Oui, il faudrait lire le texte, le lire, bien sûr. Et là, il y a des interprétations, des contresens, bien sûr. Et puis surtout, ce qu'il y a aussi, enfin moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est dans le texte biblique, bien sûr, c'est pas un manuel de géographie. Donc la Terre Sainte n'a pas de frontières. Or, voilà, les protagonistes se baladent à travers une bonne partie de l'Asie mineure. Donc et Israël est un pays qui n'a pas de constitution, qui a une loi fondamentale, et la loi fondamentale
ne définit pas de frontières. Donc si on s'appuie sur ce texte en le lisant à la lettre, toute, toute expansion coloniale, ce à quoi on assiste, est justifiée. Donc on peut aller justement s'installer sur le plateau du Golan, avancer vers le Liban de plus en enfin, etc. Il y a pas de raison de s'arrêter parce qu'effectivement, c'était à un certain moment, on peut dire que c'était, je ne sais pas lequel des fils de Jacob s'était vu attribuer cette portion de terre. Et ça, c'est aussi très très important parce que c'est aussi là-dessus que l'extrême droite ou le gouvernement israélien actuel s'appuie. Merci. Votre livre est court, 128 pages, incisif, presque comme un manuel de désaliénation. À qui s'adresse-t-il en priorité? Est-ce un outil pour cette jeunesse, notamment au sein des communautés juives à travers le monde, qui refusent aujourd'hui d'être l'héritière d'un récit nationaliste européen et qui cherche à renouer avec une éthique de l'altérité et de la justice? Ben, je pense que ceux-là partagent mes analyses. Ceux-là partagent mes analyses. Ils n'ont peut-être pas travaillé comme moi pendant plusieurs dizaines d'années sur la pensée politique au 19e siècle, au 20e siècle. Mais effectivement, non, moi, ce livre, je l'avais fait court pour qu'il puisse être accessible. J'espérais un grand public. Bon, c'est très naïvement, puisque les médias dominants ne font pas un accueil extraordinaire, on fait silence. Mais c'était ça c'était ça mon intention. C'était effectivement de donner des arguments rigoureux en utilisant les outils de la discipline que je connais, que j'ai enseigné pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc, pour faire une démonstration rigoureuse, c'était effectivement donner un instrument, mais aussi essayer simplement de convaincre quelques personnes de ce qui se passait pour avancer, pour qu'on n'aille pas vers la déshumanisation totale ou la tragédie totale. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, qui est une espèce de devoir, parce que je viens d'une famille qui était juive, pratiquante, croyante, mais non sioniste. Donc je reste aussi fidèle à ma tradition à moi, mais je voulais transmettre ça parce que c'est une tradition oubliée, trop oubliée aujourd'hui, mais que des jeunes font revivre. Alors, il y a des groupes en France, il y a des groupes très importants aux États-Unis, donc il y a quelque chose quand même qui est en train de se faire, qui est vivant, et c'est ça aussi. Hein. Et puis ça entrait pour moi j'ai toujours critiqué, fait une critique intellectuelle de la colonisation, et là ça entraîne exactement dans cette ligne-là, et non seulement de la colonisation, mais ce qu'on appelle la colonialité, c'est-à-dire tous les processus par lesquels la colonisation est invisibilisée et intériorisée. Si le sionisme est une invention de la modernité européenne du XIXe siècle, peut-on imaginer un avenir en Palestine-Israël qui s'affranchirait enfin de ces schémas coloniaux? Est-ce que la solution ne réside pas, comme vous le suggérez dans vos travaux, sur l'émancipation dans la déconstruction totale de ces structures de domination pour laisser place à une cohabitation réelle? Oui, effectivement, c'est la seule perspective positive que j'imagine. Les gens qui vivent là-bas, il n'est pas question de les jeter à la mer, mais il faudrait, c'est ce qu'on appelle la solution, comme c'est le titre du livre que Yael Sivan a écrit en collaboration avec Éric Gazan, l'État commun. Je veux dire, c'est pas l'État unique, parce que l'État unique, on y arrive, hein, à part l'élimination des Palestiniens, mais l'État commun, c'est-à-dire être un État où les gens qui seraient là seraient tous citoyens, on repenserait ce rapport à la terre, où il y aurait des droits, de la justice, de l'égalité, de la démocratie. Il y avait le vieux projet autrefois palestinien de l'État laïque et démocratique, mais c'est la seule
qui n'était pas une façon de déjecter les Juifs, qui était une façon de vivre avec. Donc, imaginer une façon de vivre avec, dans du commun. Enfin, c'est une utopie, mais à mon avis, ou bien on adhère à cette utopie, ou alors on est dans la dystopie totale de la déshumanisation des Palestiniens, mais la déshumanisation des Israéliens aussi. C'est-à-dire, on le voit, c'est aussi une catastrophe avec, morale, hein, c'est l'effondrement d'un pays. Enfin, c'est une catastrophe absolue. Quel message pourrions-nous transmettre à ceux qui désespèrent? Il faut continuer à lutter, je veux dire, il faut rester debout, comme disait Mohamed Harbi. Il faut rester, oui, tant qu'on peut, il faut faire chacun à sa place, faire ce qu'elle ou il peut. C'est le seul message, parce qu'on dit toujours la paix, mais moi, pour moi, c'est pas ça l'objectif. Il n'y a pas de paix sans justice. Je veux dire, on parle aussi de paix des cimetières. C'est de la justice. C'est de la justice, des droits, du respect. Et puis, donc, enfin, il faut continuer à lutter pour ça. Enfin, bon, je ne sais pas comment. Dans les conditions actuelles, ça paraît vraiment très très difficile. Et dès qu'on raconte ça, on est criminalisé, on est traité de je ne sais pas quoi. Mais ce sont des valeurs, sont des simples valeurs fondamentales, hein, voilà, de droit et de justice. Et seul un État commun, bien défini, avec des droits pour toutes et tous, permettrait quelque chose de viable. Bon, on en est à des années-lumière, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a cette nouvelle recolonisation, cette fois-ci directe par les États-Unis, qui est quelque chose d'ahurissant qu'on n'imaginait même pas il y a un an. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus maintenant que penser. Et là c'est plus le retour à la terre biblique. Si, dans l'utopie de Herzl, on devait créer une nouvelle Riviera, une magnifique Riviera sur les bords de la Méditerranée, la terre de Palestine. On a l'impression que c'est vers ça qu'on a l'air de s'acheminer à Gaza. Non, oui. Non. Le fameux plan de paix, oui. Et qu'en est-il des intellectuels? Comment leur engagement peut faire basculer ce moment particulier vécu en France où on tente de criminaliser la voix de ceux qui s'engagent au soutien de la Palestine ou contre le colonialisme? Y a-t-il encore des intellectuels? C'est la question que je me pose. Nous sommes très, très, très peu nombreux. Hein. Nous sommes très peu nombreux. C'est pas que les gens ne soient pas d'accord. Certains sont d'accord, mais ont peur. Il y a une espèce d'hésitation. Je pense oui, de peur de s'exprimer. Alors, il y a le passé, il y a un autre passé de la France. Dès qu'il s'agit des Juifs, c'est Vichy, c'est l'antisémitisme, qui est quand même aussi très, très ancré dans les profondeurs de l'inconscient français. Hein. Donc, il y a aussi cette dimension-là. Moi, j'essaie mais ce qu'on n'arrive pas à faire comprendre, c'est que plus on soutient cette politique israélienne, finalement, plus on déclenche de l'antisémitisme. La seule façon, une des façons de lutter contre l'antisémitisme, c'est quand même de séparer ce qui en est des Juifs de ce qui en est de cet État, et de prendre des distances et de condamner la politique de cet État. Donc, mais là, les intellectuels font il n'y a plus d'intellectuels. Il y en a très très peu, il y a une poignée, mais il n'y a plus ce grand mouvement qu'il y a pu y avoir même au moment de l'Algérie. Il n'y a plus de Sartre, il n'y a plus. Non, et puis il y a une vraie répression. Je dirais une vraie répression à l'université. Faut voir aussi ce qui se passe aux États-Unis. Les gens ont beaucoup de mal à s'exprimer. Donc, mais puis pas énormément de courage. Il y a des voix intellectuelles israéliennes, hein, certaines qui restent encore
à l'intérieur, comme celle du magnifique journaliste Gideon Levin, hein, qui vit sous protection, hein, parce qu'il est menacé tout le temps. Il y a ceux qui sont partis en exil, comme Ilan Pappé, comme d'autres. Donc il y a des fois, mais il faudrait leur faire écho. Enfin, je veux dire, le livre d'Ilan Pappé sur, sur la Bagdad, sur une piège ethnique en Palestine, n'a plus été. Enfin, ce livre, la maison d'édition, je crois que c'était Fayard, a cessé de mettre en vente après le 7 octobre. Heureusement que la fabrique l'a repris. Mais c'est absolument honteux, les livres. On ne peut pas les publier dans des grandes maisons d'édition. Moi, j'ai publié mon livre au Canada. Hein. Donc, donc là, mais parce que qui aussi qui détient les maisons d'édition en France. Donc, non, là on est dans quelque chose de très, très difficile, mais il faudrait avoir un courage formidable, hein, et bon, c'est pas toujours le cas. En tous les cas, vous l'avez. Bon, moi, je suis vieille, et puis moi, je suis une survivante. Je ne crois pas qu'il y ait d'âge pour le courage. Non, mais je veux dire, ou bien on vit dignement en défendant ses idées, ou bien voilà. Mais ça, c'est une conviction très, très profonde. C'est pas du courage, c'est juste, enfin, sinon j'ai été trop mal, quoi. Je veux dire, sinon c'est pas possible. Et puis moi je défends, enfin, je veux dire, je défends les droits des Palestiniens depuis des dizaines d'années. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça. Mais simplement parce qu'il y a une injustice énorme. Bon. Absolument. En tous les cas, au terme de cet échange, on comprend que votre travail n'est pas seulement une leçon d'histoire, c'est un acte de salubrité publique. En replaçant le sionisme dans son berceau européen, vous nous rappelez que le drame qui se joue aujourd'hui en Palestine n'est pas une fatalité religieuse immuable, mais le produit d'une construction politique datée, née d'une Europe impériale qui a exporté ses propres déchirements et ses propres logiques de domination. Votre livre est un appel à la désaliénation. Il nous dit que pour décoloniser la Terre, il faut d'abord décoloniser nos récits, nos imaginaires et nos bibliothèques. À travers la figure de Fanon et d'autres que nous évoquions en début d'émission, vous nous montrez que la vérité est le premier pas vers la libération pour le colonisé comme pour le colonisateur. Je rappelle le titre de votre ouvrage, qui est un outil de combat intellectuel indispensable, le sionisme, une invention européenne, genèse d'une idéologie, paru chez Lux Éditeur. J'invite tous mes auditeurs, nos auditeurs, à prendre le temps nécessaire pour justement consulter votre livre et l'acheter. Merci infiniment, Sonia Dayan-Herzbrun, d'avoir été avec nous. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur Observe-Actu TV. Dans un monde qui tente d'asphyxier le débat sous les cris et les anathèmes, nous continuerons ici à cultiver le tumulte de la pensée et l'exigence de la vérité. Restez connectés, le combat pour la clarté continue. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore infiniment, Sonia. Au revoir, Nassera. Merci à vous.